C'est dans ce quartier de Plaque 1, commune d'Abobo, district d'Abidjan, qu'Eouman, candidat malheureux à l'aventure, menait son activité de cordonnerie avant son départ pour la Libye à la recherche de mieux-être. Il fait les baladeuses et puis souvent il gagne quelques clients de souliers, il fait chaussures de femmes aussi, il fait. Puis il fait les sacs à main, pagne, chaussures avec pagne, il fait beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai économisé mon argent petit à petit et puis j'ai pris la route. C'est mon oncle qui m'a dit de prendre la route. Il m'a dit de lui donner les 900 000 que lui va sur le trajet, lui encore va sur le trajet jusqu'à moi je vais arriver en Europe. Le cas d'Eouman n'est pas isolé. Parti à la recherche d'un Eldorado sur la route de tous les dangers, le désert et la mer. Ils sont de plus en plus nombreux à emprunter ce chemin. En 2015, Yacouba, marié et père de 3 enfants, nourrit l'idée d'aller à l'aventure par la voie légale à la recherche d'un paradis. Mais après s'être vu refuser le visa à 2 reprises, il décide d'emprunter le chemin de la Méditerranée avec tous ses dangers. Quand tu es l'aîné d'une nombreuse famille où il y a plusieurs charges qui tournent autour de toi, c'est difficile, le peu que tu gagnes ne peut pas cumuler, ne peut pas gérer certaines situations. Donc de temps à autre, on essaie de se projeter un peu dans le futur, se dire que ça va nous porter bonheur, ça va nous porter un bien meilleur en tout cas. Mais vraiment, c'est pas facile. J'ai constaté ma femme, chose qu'elle ne voulait pas. Je lui ai dit on allait vendre la maison, puis c'est un bien commun, elle et moi. Mais quand on a vendu la maison, j'ai laissé l'argent avec elle, puis je suis parti. Ces 2 jeunes qui pensaient arriver en Europe et faire fortune pour sortir leurs différentes familles de la pauvreté voient leurs rêves se transformer en un cauchemar. On nous a pris autour de 60 à 70 personnes dans la benne, à l'arrêt de la benne. Autour de 2h, autour de 3h, 4h du matin. On nous débarque sur une plage où il n'y a personne pour pouvoir s'occuper de nous. Déjà, on était venu nous livrer à des bandits. Mais ce jour-là, ils ont tiré sur des gens à bout portant. Je suis arrivé à Gadez, les gens sont venus nous ramasser pour aller nous mettre en prison. J'ai appelé mon oncle, ça passe pas, appelé mon oncle, ça passe pas. En partant aussi, il n'est pas dit au revoir ma maman ni mon papa. Et puis, j'ai appelé maman pour lui dire « Ah, je voulais me sacrifier pour la famille, mais voilà ce qui m'est arrivé. Je suis en prison dans autre pays au Niger. Que envoyez-moi l'argent, ils vont me libérer. » Mes parents m'ont abandonné. Mon papa m'a dit, il ne m'a pas envoyé. Ma maman aussi, elle pleurait. Mes frères, tout le monde m'a abandonné. Se voir exfiltré du chaos libyen, revenir de l'enfer. Cette image, le jeune Eouman s'en souvient comme si c'était hier. Jamais, plus d'Ivoiriens en Libye, plus d'Ivoiriens en Libye, plus jamais, plus jamais, plus jamais. J'ai remarqué beaucoup de choses dans mon propre quartier parce que tout le monde se disait qu'il a fait échec. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a donné 33 000 francs CFA. Les 33 000, j'ai payé le transport pour arriver à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, il n'est pas regardé le visage de quelqu'un. C'est moi-même mon courage que j'ai pris pour partir en Libye. C'est le même courage que j'ai pris pour me retourner. Donc le lendemain matin, j'ai pris mon ami pour payer mes matériels, je suis venu travailler. Quand je suis rentré, c'était pas facile. Parce que d'abord avec la famille, d'abord personnellement, c'est la famille qui doit te remonter un peu le moral. Mais quand tu vois que dans la famille, il y a des gens qui ne tiennent pas compte de la souffrance que tu as vécue, qui ne tiennent pas compte que tu partais là par rapport à eux, tu vois que souvent ça fait mal. Mais après ça maintenant, tu fais face maintenant à tes entourages où tu travailles, du coup tu viens, tu travailles avant de partir, tu viens, tu commences à chômer. Il y a la maison des gens qu'il faut payer, il y a ta famille à toi qu'il faut commencer à nourrir, il y a tes enfants qui doivent partir à l'école, il y a tes petits frères qui vont à l'école, il y a toutes ces charges que tu avais fui auparavant en partant vers l'Eldorado qui n'a pas marché, qui s'impose encore à toi. Et puis là, ça devient encore plus compliqué parce que tu es endetté déjà. J'ai un de mes tontons, un ami à mon père, qui m'a dit comme ça, comme je suis déjà dans le domaine du gros camion, au lieu de rester en train de me morfondre toujours avec le remords de ce que j'ai perdu, et si je venais travailler en entreprise. Et puis j'ai fait les tests, Dieu merci, ça a marché. Ils m'ont introduit dans le système de travail. Le courage de rentrer et faire face aux moqueries, en bravant tout sentiment de honte et en osant affronter le regard des autres. Bon nombre de jeunes ont emprunté ce chemin de retour. Depuis 2015, c'est au total 2330 migrants ivoiriens, dont 1200 de la Libye, qui sont retournés au pays, selon la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur.
De l'autre côté de la baie de San Francisco, Berkeley est une ville refuge historique. En 1971, elle se déclare sanctuaire pour protéger les soldats qui refusent d'aller combattre au Vietnam. Dans les années 80, elle offre sa protection aux réfugiés des guerres civiles d'Amérique centrale, puis aux immigrés menacés d'expulsion. Depuis l'élection de Donald Trump il y a un an, la ville a encore renforcé son arsenal législatif. Aucun policier municipal ou employé de la ville ne pourra faire partie d'une enquête ou d'une action de la police de l'immigration. Nous ne fournissons aucun document, aucun accès aux bâtiments municipaux, à moins qu'il y ait un mandat délivré par un juge. C'est le seul cas dans lequel nous devons coopérer. Nous ne pouvons pas empêcher la police de l'immigration de venir à Berkeley, mais nous ne les aiderons pas. Depuis, d'autres villes ont suivi cet exemple. L'État de Californie tout entier s'est même déclaré sanctuaire. Au sous-sol d'une église de Berkeley, Manuel travaille pour une association qui conseille et aide les immigrés à obtenir des papiers. Pour lui, le soutien des villes et des polices locales est essentiel. Les gens se sentent plus en sécurité. Avant, j'avais beaucoup de gens qui me racontaient ce qui était arrivé à leurs proches, leurs maris, leurs femmes ou leurs enfants, qui avaient été arrêtés par la police ou le shérif et signalés au service de l'immigration. Depuis qu'on a mis en place ces politiques et que la Californie est un État sanctuaire, je n'ai plus autant de témoignages comme cela. Pourtant, le concept a ses limites face à l'administration fédérale. Sur le campus de Berkeley, 500 étudiants seraient actuellement sans papier. Juan et Valeria sont arrivés illégalement aux États-Unis avec leurs parents quand ils étaient plus jeunes. Berkeley n'est pas vraiment une ville abordable, donc nos proches ne vivent pas ici. Ils vivent dans d'autres villes de la région qui ne sont pas des villes sanctuaires. Tous les jours, je me réveille en ayant peur que les agents de l'immigration viennent arrêter ma famille. Vous savez, on peut déclarer autant de sanctuaires que l'on veut dans la baie. La réalité, c'est qu'il y a un centre de détention à Richmond, la ville juste à côté, dans lequel des membres de notre communauté sont détenus. Si Berkeley n'a pas connu de descente de police de l'immigration depuis 2008, l'un de leurs camarades, étudiant à l'université, a été arrêté alors qu'il se trouvait en vacances dans le sud de la Californie pour les fêtes de Noël. Ni flamme ni vasque olympique. Lorsque Gaston Vidal, sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique, proclame l'ouverture des Jeux de Chamonix le 24 février 1924, il prend bien garde de ne pas prononcer le mot olympique. Sous la pression des pays scandinaves, soucieux de protéger leurs Jeux nordiques, il lui a été demandé de ne pas parler de Jeux olympiques. Officiellement, il s'agit d'une semaine internationale du sport d'hiver à l'occasion des Jeux olympiques de Paris. Les pays nordiques voient en effet d'un mauvais œil l'arrivée de cette nouvelle manifestation, de peur que leur compétition locale ne soit dévalorisée. Il faudra attendre le 27 mai 1925 pour que le CIO rebaptise rétroactivement cette semaine de Chamonix comme les premiers Jeux d'hiver. La compétition rassemble 258 athlètes de 16 pays qui disputent un total de 16 épreuves dans 6 sports différents. Au total, 43 médailles sont décernées devant près de 33 000 spectateurs. Mais la fête aurait bien pu ne pas avoir lieu. 8 mois avant le début des épreuves, rien n'est encore construit. La météo est capricieuse et d'importantes chutes de neige empêchent le bon déroulement des travaux. L'armée intervient pour déneiger. À Chamonix, les pays nordiques effectuent une véritable razzia. Avec seulement 16 athlètes, la Norvège prend la première place du classement des nations avec 17 médailles. 4 or, 7 argent et 6 bronzes. Loin devant la Finlande, 10 médailles et l'Autriche, 3 médailles. Forte de 46 athlètes, la France, la plus importante délégation, ne glanera, elle, que 3 médailles de bronze. Qu'importe, les premiers Jeux d'hiver sont une réussite. Quand Pierre de Coubertin délivre publiquement un satisfecit lors de la cérémonie de clôture, ces premiers Jeux olympiques d'hiver, qui n'osaient pas encore dire leur nom, ont été un succès. Ils ont été suivis par plus de 10 000 spectateurs. C'est donc fort logiquement que la Semaine internationale des sports d'hiver de Chamonix recevra l'année suivante le label mérité de premiers Jeux olympiques d'hiver de l'histoire.